Je vais commencer tranquillement alors que je vois que vous arrivez dans la salle virtuelle pour notre événement fortement attendu. Moi, je suis Nick Lucas, je suis un professeur associé à l'Université McGill en architecture et en urbanisme, mais je suis aussi le directeur associé du Centre de recherche interdisciplinaire en études montréalaise. Et c'est un plaisir pour le centre d'accueillir le panel que nous avons aujourd'hui. Je veux commencer avec une reconnaissance territoriale où nous sommes, où je suis au moins, là, a longtemps servi de lieu de rencontre et d'échange entre les peuples autochtones. Le CRIEM se tâche donc d'honorer les nations Haudenosaunee et Anishinaabe à titre d'intendant traditionnel des terres et de l'eau sur lesquelles nous nous réunissons aujourd'hui. Et je vous invite de réfléchir à savoir quels sont les intendants traditionnels où vous êtes actuellement, que vous soyez sur le territoire montréalais ou ailleurs. Alors, c'est un grand plaisir de vous accueillir au CRIEM, dont la mission est de stimuler la recherche émergente en études montréalaises et de développer des partenariats, des thématiques et des projets de recherche en collaboration avec la société civile et avec d'autres communautés de pratique sur le territoire montréalais. Et cet événement aujourd'hui est un bel exemple de cette possibilité. Je ne vais pas vous parler trop du centre. J'aimerais plutôt vous présenter notre animatrice, Madame Sarah Gagnon-Turcotte. On a travaillé ensemble, Sarah et moi, depuis longtemps, à diverses instances, la société civile. Mais officiellement, j'ai le plaisir de présenter Sarah, qui est un gestionnaire et conseillère stratégique et responsable de programmes de recherche diversifiés. Et elle a travaillé dans les contextes multidisciplinaires au niveau municipal, national et international. Alors, je vous souhaite un très bel événement et je passe le bâton à Sarah. Merci. Merci beaucoup, Nick. C'est très apprécié. Je vois qu'on partage la présentation qui va nous accompagner. Donc, c'est vraiment un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. J'ai travaillé pendant 7 ans à la Ville de Montréal. Donc, je m'intéresse personnellement à l'utilisation des technologies de surveillance depuis plusieurs années déjà. Le concept de ville intelligente, de Smart Cities, offre vraiment plusieurs promesses. On en entend souvent parler dans l'espace public, mais ça soulève aussi des risques et des enjeux pour la vie privée, la démocratie, l'égalité. Puis, je crois vraiment qu'il faut adresser ces questions-là de front. Donc, c'est justement parce qu'il faut avancer les débats sur cette question dans la sphère publique que des ateliers comme celui d'aujourd'hui sont si importants. Alors, j'aimerais vraiment d'abord remercier le Conseil jeunesse de nous accueillir aujourd'hui et de nous donner cette opportunité de discuter ensemble. Puis, on voit vraiment que ça intéresse un grand nombre de personnes avec une diversité d'intervenants, comme le démontrent nos panélistes aujourd'hui. Et aussi, on a plus de 90 personnes qui se sont inscrites, qui sont attendues aujourd'hui. Donc, on espère qu'on va pouvoir rallier tout ça. Je vois qu'on est déjà près de 50 à être réunis dès ce matin. Alors, je vous présente rapidement le déroulement, si on peut passer à la prochaine diapo. Alors, l'atelier va se dérouler en 3 temps. On va débuter avec un survol de la publication qui a inspiré l'atelier aujourd'hui, laquelle va vous être présentée par Pencho Chomakov, qui est le président du Conseil jeunesse de Montréal. Ensuite, on va enchaîner assez rapidement avec une discussion entre nos 3 invités, dans lesquels on va explorer, d'une part, comment ces technologies sont développées, comment elles sont utilisées et comment elles sont encadrées. Et puis, finalement, on aura une période de questions et d'échanges qui est ouverte à tous. Donc, tout au long de la rencontre, je vais poser des questions qui ont été préparées par le Conseil jeunesse. Je vais être la gardienne du temps. On a des appuis techniques qui sont présents, notamment Molly, qui est là du Conseil jeunesse pour nous aider si jamais vous avez des pépins techniques. Et puis, pour la période de questions, donc, on vous invite à inscrire vos questions dans la section qui s'appelle Q&R, Q&A, si votre Zoom est en anglais. D'ailleurs, quoique l'ensemble de l'événement va se dérouler en français, si vous souhaitez, vous êtes plus à l'aise de poser une question en anglais, allez-y. Moi, ça va me faire un plaisir de les traduire. Et puis, si vous aviez des questions pour Pencho pendant la vie qu'il présentera au tout début, inscrivez-les au fur et à mesure, mais on va revenir seulement à la toute fin quand on va être à la période de questions, tout le monde ensemble. Alors, pas plus compliqué que ça pour l'introduction.
Je me lance tout de suite. J'aimerais accueillir Pencho Chomaka. Pencho, qui est président du Conseil jeunesse de Montréal depuis déjà 2 ans et demi, comme je vous le disais. Il détient une maîtrise en génie informatique de l'École polytechnique de Montréal et travaille présentement comme ingénieur en intelligence artificielle et des données, ça ne s'invente pas, chez la multinationale Merck. Donc, on ne pourrait pas avoir un meilleur interlocuteur pour nous mettre la table. Pencho, à toi l'honneur. Bonjour tout le monde, merci beaucoup Sarah. Donc, d'entrée de jeu, je tiens à vous remercier tous au nom du Conseil jeunesse de Montréal de votre présence en si grand nombre aujourd'hui. Tel que mentionné par Sarah, j'ai aujourd'hui le grand plaisir de vous présenter brièvement notre avis sur l'utilisation des systèmes de décision automatisés au sein de la Ville de Montréal. Celui-ci a été déposé au Conseil municipal en août 2021. Avant de sauter dans le vif du sujet, je voudrais rapidement vous présenter qui nous sommes, le Conseil jeunesse de Montréal. Donc, le CJM est une instance consultative de la Ville qui a pour mandat de faire de la recherche de fonds sur des sujets qui préoccupent la jeunesse montréalaise, donc des jeunes entre 12 et 30 ans, et de s'en servir afin de conseiller les élus et l'administration publique sur tous ces sujets. Au travers de nos recherches et nos recommandations, nous souhaitons ou nous voulons influencer les politiques publiques en insérant des considérations jeunesse et faire connaître les angles morts de la prise de décision. Nous organisons aussi des événements comme celui d'aujourd'hui pour aller rejoindre le grand public, mais surtout notre public cible, les jeunes de Montréal. Au final, nous sommes 15 membres bénévoles âgés de 16 à 30 ans et nous provenons de différents arrondissements de la ville. Passons au vif du sujet. Donc, cet avis traite de technologies dites intelligentes. Donc, on parle d'intelligence artificielle, mais plus précisément, on parle de systèmes de décision automatisés. On va les nommer SDA. Il examine la question de l'adoption de plus en plus rapide et répandue des procédés technologiques, dites intelligents justement, dans les villes, ainsi que leurs conséquences, parfois connues, parfois méconnues. Donc, l'intégration des SDA sert à assister ou même substituer les décisions humaines. Notre avis réclame donc l'ouverture d'un dialogue éclairé, transparent sur ce sujet et cherche à interpeller les jeunes de Montréal, les élus, l'administration publique, ainsi que les parties prenantes telles que les fournisseurs. Très rapidement sur la méthodologie, tel que mentionné, nos travaux sont effectués en collaboration avec des chercheurs et chercheuses. Dans le cas de cet avis, c'est Lynn Nantel qui a procédé à la recherche et à la rédaction. Elle a réalisé des entretiens avec une douzaine d'organismes et d'experts que vous pouvez voir sur votre écran. Mais donc, qu'est-ce que sont les SDA? L'image de la ville intelligente a été élevée à un piédestal depuis le tournant du millénaire à titre d'objectif pour plusieurs métropoles, dont la ville de Montréal. Bien sûr, les objectifs principaux sont l'amélioration de la planification et de la gestion, ainsi qu'une meilleure prestation des services offerts par les villes, de par le recours de ce type de technologie. Cependant, l'émergence du modèle de la ville intelligente apporte bien sûr son lot de défis, notamment sur le plan de la protection de la vie privée, ainsi que les libertés individuelles. La nature expansive des technologies intelligentes comme concept nous a incité à utiliser une notion englobante comme prémisse de base de notre angle de recherche, soit la notion des systèmes de décision automatisés, les SDA. Mais qu'est-ce que sont donc ces SDA? Prenons un pas de recul. Donc, vous connaissez sûrement les algorithmes d'intelligence artificielle, c'est-à-dire des formules mathématiques, statistiques ou même les réseaux de neurones qui sont des méthodes un peu plus avancées. Mais celles-ci aident surtout à faire un choix. Donc, par exemple, identifier une plaque d'immatriculation d'un véhicule qui roule trop vite, ou bien quels sont les codes postaux qui ont une plus grande proportion au crime selon les données démographiques et historiques. Mais à eux seuls, les algorithmes ne prennent pas de décision. Ils ne font que nous proposer une réponse avec un certain pourcentage de certitude. Donc, le concept phare de notre avis va plus loin que les algorithmes eux-mêmes. On parle plutôt de systèmes qui intègrent les algorithmes de décision et qui peuvent en plus déclencher des actions réelles dans la vie et prendre des décisions. Donc, si on revient à nos deux exemples, on parlerait alors de signaler l'excès de vitesse d'un propriétaire d'un véhicule qui roule trop vite, mais aussi de lui envoyer une amende. Ou bien, lorsqu'on fait la cédule des autopatrouilles, on s'en servirait pour justement calculer quels quartiers et codes postaux sont plus à risque et envoyer plus d'autopatrouilles dans ces secteurs-là. Oh, excusez. Pour ce qui est de l'utilisation des technologies dans le contexte municipal, tel que mentionné, le but d'intégrer ces SDA au sein des organisations telles que la Ville de Montréal est la poursuite de l'efficience et de l'optimisation dans la prestation de services. Bien sûr, il y a une reconnaissance indéniable du fait que l'utilisation des SDA et de la technologie en général offre un réel potentiel de bénéfice aux citoyens.
Mais il devient alors très important de balancer les bénéfices et les préjudices potentiels qui peuvent jaillir de la collecte, l'utilisation, le traitement, la transformation et la marchandisation des données des citoyens et citoyennes. Donc, plus les technologies prennent une place importante dans le fonctionnement de l'appareil municipal, plus il est important d'en assurer une gouvernance qui est juste, responsable et inclusive. Parlons un peu du cas particulier des services de police et des technologies qui les entourent. L'exemple des services de police est justement probant en raison de la potentiel impact élevé que ces acteurs peuvent avoir sur la vie des citoyens. Lorsque l'on parle des thèmes tels que la fiabilité ou la relation de confiance à maintenir entre les citoyens et les services de police, il est très important de tenir en compte tous ces enjeux. Les SDA ouvrent également la porte à de nouvelles méthodes policières avec des promesses bien sûr de sécurité accrue et une meilleure efficacité dans la lutte contre la criminalité. Nous pouvons premièrement regarder du côté des technologies de police prédictives. Ce sont des technologies qui ciblent des lieux ou des individus qui sont susceptibles de commettre des infractions ou bien de viser justement des individus impliqués dans celle-ci. Aux États-Unis, on a plusieurs grandes entreprises, dont Predpol et Palantir, et au Canada, il y a plusieurs laboratoires de recherche qui se penchent sur la question. Pour l'instant, le SPVM n'a pas recours à ces technologies, mais il faudra s'y attendre dans le futur. De l'autre côté, nous avons ce que nous appelons les technologies de surveillance. Ce sont des technologies qui permettent l'identification d'objets, de déplacements, de bruits, de personnes, de sons, et tout cela en les croisant ensemble avec des images de caméras de surveillance. Donc, ces données peuvent par la suite être utilisées par des SDA pour prendre des décisions, comme par exemple lors de manifestations. On parle de capteurs sonores, de bruit, de son, lumière. On a l'API qui est utilisé à Montréal, qui est le lecteur de plaques d'immatriculation. Et bien sûr, il y a les technologies de reconnaissance biométrique utilisées dans des grandes villes telles que Londres ou bien dans des pays tels que la Chine. Puisque ces technologies sont offertes et vendues par des fournisseurs privés au corps policier, cela amène un problème de transparence, de propriété des données collectées et d'explicabilité des décisions finales. Donc, c'est un problème assez important s'il y a une présence de biais dans les algorithmes, puisque ces systèmes sont parfois introduits justement pour remédier à des problèmes de discrimination causés par la prise de décision humaine. Donc, notre avis ne porte pas seulement sur les technologies de surveillance ou celles utilisées par les services de police. Cependant, ce sera l'angle de la présentation d'aujourd'hui avec nos panélistes. Regardons 5 enjeux qui englobent les SDA dans le contexte municipal. Donc, rapidement, il y a premièrement, tel que nous avons discuté, la discrimination et les biais algorithmiques. Il y a une perception que, justement, les SDA, de par leur nature, étant des machines sans sentiments, sans émotion, ont une certaine rationalité et neutralité. Cependant, puisque les algorithmes, un, ont été créés par des humains, mais deux aussi ont été entraînés par des jeux de données historiques, c'est-à-dire des jeux de données qui eux-mêmes peuvent contenir des discriminations, celles-ci peuvent être répliquées dans les décisions prises par les SDA. Et cela affecte disproportionnellement les groupes minoritaires et les personnes racisées. Par la suite, nous avons une question de protection des renseignements personnels et de vie privée. Donc, il y a un processus d'anonymisation qui est fait lorsqu'on traite les jeux de données. Cependant, ce processus peut parfois être incomplet. On pourrait parfois, justement, revenir et identifier les personnes dans ces jeux de données. Donc, le cadre législatif est en cours de modernisation au Québec et au Canada, mais n'a toujours pas abouti. Troisième enjeu, atteinte aux libertés. Une surveillance accrue entraîne des risques à la liberté d'expression, d'association et de libre circulation. C'est une menace un peu plus distante à Montréal, mais on peut penser justement au recours des technologies de reconnaissance biométrique afin d'identifier les participants ou participantes à des manifestations. Le prochain enjeu, la fiabilité et l'efficacité. Donc, lorsque ces systèmes sont vendus aux services de police, souvent dans les contrats, il est difficile d'avoir accès au code source ou aux jeux de données. Cela empêche justement l'évaluation des SDA quant à leur fiabilité ou leur marge d'erreur. Donc, lorsque les fournisseurs vendent des produits avec un certain pourcentage de confiance, disons à 99% des plaques lues, nous avons la confiance que ce sera la bonne plaque. Ces pourcentages de confiance sont souvent atteints dans des conditions dites parfaites de laboratoire et non, par exemple, à Montréal, lorsqu'il neige, il y a du brouillard, etc. Il y a aussi le côté partenariat avec les entreprises privées. Nous avons vu l'émergence de villes qui agissent comme laboratoires d'exploration, notamment la ville de Toronto. Et il y a un rapport de force inégal entre les villes et les grandes grandes compagnies de technologie du monde. Ce qui nous mène à notre principe phare, l'explicabilité.
Les enjeux créés par l'émergence de l'utilisation des technologies intelligentes, donc les SDA, apportent leur lot de nouveaux défis reliés à l'utilisation de celles-ci. Dans cet esprit, justement, ce que le CIGM constate à travers cet avis, c'est que la transparence comme garantie de la protection des droits et libertés des citoyens n'est plus suffisante. Il faut désormais se tourner vers l'explicabilité. Simplement dit, le droit à l'explication vise à fournir aux personnes qui interagissent avec les SDA le raisonnement qui sous-tend tout traitement automatisé de leurs données et les conséquences de ce raisonnement pour leurs droits et intérêts. Cela fait en sorte d'élever la responsabilité des organisations et des parties prenantes sur ce concept. Mais en d'autres mots, ou en mots plus simples, l'explicabilité dans le monde de l'IA revient à dire est-ce que l'on peut donner un compte-rendu du comment et pourquoi le système a pris une décision donnée. Si nous revenons à l'exemple des contraventions au travers du système LAPI, une personne qui reçoit une contravention par la poste et qui souhaiterait comprendre les éléments qui ont mené à cette contravention devrait recevoir non seulement une liste de critères d'infraction, c'est-à-dire la vitesse a été supérieure à une limite donnée, mais aussi une liste de caractéristiques qui ont mené à ces décisions. Disons, les conditions météo, neige, pluie, visibilité, les caractéristiques de l'auto, photo de la plaque, vitesse enregistrée, mais tout ça dans le contexte d'un algorithme précis, c'est-à-dire comment est-ce que l'algorithme a pris ses décisions selon une caractéristique. Ce que le CIGM voudrait donc, c'est rendre publique la description des SDA, accroître la capacité interne à les évaluer et finalement avoir une capacité de contestation à leur utilisation. Il y a plusieurs initiatives qui existent à Montréal. Donc, il y a un virage qui a été fait dans les années 2010 au sein de la Ville de Montréal en matière de ville intelligente. Nous avons notamment mis sur place le laboratoire d'innovation urbaine de Montréal et le Bureau de la ville intelligente et numérique en 2014. Il y a eu l'adoption de la Charte de données numériques en 2020, qui n'a toujours pas de valeur contraignante juridique, mais qui cependant a fait en sorte d'influencer d'autres villes à adopter des chartes similaires. Nous avons aussi une proposition en cours qui est le plan d'action sur les données ouvertes. Donc, il y a une difficulté clairement rencontrée en matière de rapidité et d'évolution dans ce domaine, puisque les choses bougent vite et il est difficile parfois pour la ville de suivre. Dans notre avis, nous avons effectué la recherche et la comparaison de l'utilisation des SDA au sein de d'autres villes dans le monde. Nous avons donc ciblé 5 villes listées sur votre écran en raison de leurs profils variés et de leur leadership en matière de gouvernance de données et de technologie dans le contexte municipal. Je vous invite donc à lire l'avis où vous trouverez les initiatives réalisées dans les différentes villes du monde, mais c'est aussi un élément que les panélistes auront à discuter aujourd'hui. Finalement, nos recommandations comme de la part du CIGM. Le CIGM a formulé 15 recommandations que je vous invite aussi à lire au sein de notre avis, mais aujourd'hui, nous allons mettre l'accent sur 3 d'entre elles. La première recommandation est que la Ville crée un registre public des données numériques. Donc, cela inclurait notamment toutes les données qui sont captées dans l'espace public, les entités et la manière dont elles sont traitées. De plus, créer un registre public des systèmes de décision automatisés. Donc, que tous les SDA soient publiquement affichés sur un site web ou sur une plateforme et qu'on puisse les identifier, comprendre leur fonctionnement, leurs conditions d'utilisation, leurs risques, etc. Donc, dans les 2 cas, les 2 registres devront être publics, intelligibles et facilement accessibles en ligne. La deuxième recommandation pour aujourd'hui sera que la Ville de Montréal adopte un moratoire sur l'utilisation ou l'acquisition de technologies de police prédictive et que ceci sera effectif jusqu'à ce que les politiques et les cadres juridiques et réglementaires, incluant les mécanismes de consultation publique, soient pleinement déployés. Finalement, comme dernière recommandation, que la Ville de Montréal nomme une personne responsable de la protection des données et de l'évaluation de l'impact des technologies axées sur les données et d'aide à la décision utilisée par les organismes municipaux et la Ville de Montréal. C'est ce qui m'est fait pour ma part à la présentation de l'avis et je redonne la parole à Sarah pour la suite. Merci, Pancho. C'était une présentation remplie de beaucoup d'informations. Puis sachez que l'avis dont le lien vous a été partagé dans l'espace de chat, parfois il y a des petits problèmes avec le site web de la Ville de Montréal. Donc, si vous cliquez puis vous arrivez sur une page 404, je vous invite à simplement faire un rafraîchissement de votre page. Généralement, le document va apparaître. Donc, c'est un document de 123 pages. Hein. Fait qu'il y a beaucoup de choses. Il y a encore plus de recommandations. On vous encourage fortement à aller le lire. Donc, pardonnez-moi, je cherche où j'en suis dans mes notes. Donc, on va lancer le panel de discussion. Vous voyez à l'écran nos panélistes en double. Vous les voyez dans la diapo et vous les voyez dans leur caméra.
Je vais vous les présenter brièvement, puis ensuite, on va se lancer. Je vais vous expliquer aussi comment on va fonctionner pour le partage des questions. Alors, j'aimerais d'abord accueillir Maître Marie Carpentier. Elle est conseillère juridique à la direction de la recherche au sein de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. Elle est membre du barreau, elle est titulaire d'une maîtrise en droit international. Elle est également doctorante et chargée de cours à l'UQAM, donc plusieurs chapeaux. Elle nous partage ses connaissances, on l'en remercie. Ses travaux à la commission portent entre autres sur les effets possibles du recours à des systèmes d'intelligence artificielle sur les droits et libertés de la personne, notamment sur le droit au respect de sa vie privée et sur le droit à l'égalité. Plusieurs des avis récents dont elle est co-auteure peuvent être lus sur le site de la commission. Donc, si vous êtes curieux, d'autres lectures à mettre à votre liste. Ensuite, nous accueillons Sébastien Gams, qui est professeur au département d'informatique de l'UQAM. Il est titulaire de la chaire de recherche du Canada en analyse respectueuse de la vie privée et éthique des données massives. Ses intérêts de recherche portent principalement sur la protection de la vie privée dans le monde numérique, avec un accent particulier sur les problématiques de respect de la vie privée dans le contexte de la géolocalisation. Donc, le territoire de la ville, c'est un bon espace de jeu pour lui. Il est le principal investigateur de plusieurs projets de recherche qui portent sur le développement éthique et responsable de l'intelligence artificielle et contribue activement aux travaux de plusieurs comités et groupes de travail sur les enjeux éthiques de l'IA. Bienvenue parmi nous. Et je terminerai en saluant Alex Nordel-Markovitz, qui, lui, travaille dans le secteur privé depuis plusieurs années à accompagner les entreprises qui désirent intégrer l'intelligence artificielle dans leurs opérations. Il a aussi dirigé un groupe de recherche appliqué qui vise à développer et intégrer les méthodes de transparence et d'IA responsable, donc les premiers pas vers l'explicabilité. Il pourra nous en parler davantage dans des domaines qui sont justement hautement régulés. Et aujourd'hui, il est directeur de livraison chez Move, une entreprise de Montréal qui supporte les clients dans l'adoption de leur première solution en IA. Donc, merci beaucoup à vous d'être parmi nous. C'est vraiment apprécié. Donc, les membres du Conseil jeunesse ont préparé des questions pour chacun des panélistes. Certaines sont vraiment ciblées, mais on veut permettre un peu de liberté. Si vous avez un commentaire que vous souhaitez faire suite à une remarque de vos collègues, n'hésitez pas. En général, on va prendre 3-4 minutes pour les réponses, mais des fois, il y a du contenu. Il faut laisser les gens parler. Donc, je vais être la gardienne du temps, mais ça va être pas trop... je vais y aller avec l'importance de ce que vous dites. Je pense que on veut vous laisser toute la place. Alors, Sébastien, je commencerai avec toi pour te faire briser la glace en posant la première question. On a parlé, grâce à Pencho, on a une idée de qu'est-ce qu'un système de décision automatique, qu'est-ce qu'un algorithme, mais comment est-ce qu'ils sont développés? Est-ce que tu pourrais nous donner un aperçu des principaux développements, des nouvelles technologies dans ce domaine au cours des dernières années pour nous aider à nous situer? Oui, d'abord, merci pour l'invitation et je recommande aussi fortement de lire l'avis. Je l'ai lu en détail et il est vraiment très intéressant. Alors, par rapport, je dirais, tout ce qu'on appelle les technologies de surveillance, ce qui a permis le développement de ces technologies, c'est d'abord la disponibilité des données. Donc, on est dans un contexte, quand on parle de données massives, depuis, je dirais, une dizaine d'années, où on a de plus en plus facilement accès à des données, que ce soit des données collectées sur l'espace public par des caméras ou des capteurs, mais aussi des données que parfois les gens publient sur les réseaux sociaux ou publient dans d'autres contextes, peut-être même par du crowdsourcing en installant des applications sur leur téléphone. Et ça s'est conjugué avec des développements importants en apprentissage machine. Donc on entend parler souvent, par exemple, à Montréal, de tout ce qui est l'apprentissage profond, qui ont permis d'arriver à des systèmes qui peuvent, par exemple, très facilement reconnaître un visage parmi une foule ou être capable de croiser aussi ces données-là pour essayer de prédire ce que va faire une personne d'une manière plus précise que ce qu'on pouvait faire il y a quelques années. Donc, il y a tout un enjeu de données personnelles qui ont fait que ces technologies de surveillance, souvent, sont déployées non pas forcément créées par la ville elle-même, mais souvent, c'est des compagnies privées qui ont une expertise en apprentissage machine ou en IA qui vont... vous parlez tout à l'heure de Palantir, c'est des technologies qui ont une expertise de collecte de données, d'analyse de données depuis très longtemps, qui vont proposer aux villes des technologies de reconnaissance faciale aussi ou des technologies de police prédictive. Donc, si je prends l'exemple de la police prédictive, on voit qu'on est passé il y a quelques années à un système qui voulait prédire des zones où des crimes allaient être commis vers des prédictions beaucoup plus personnalisées sur des individus qui sont sensibles de commettre des crimes.
Donc, je dirais que c'est cette collecte de données combinée aux avancées algorithmiques qui a facilité l'émergence de technologies de reconnaissance et de surveillance qui soulèvent évidemment de gros enjeux qu'on va discuter. Mais la première, c'est effectivement ces données, en général, sont des données personnelles. Donc, les compagnies, on a la bonne exemple de Clearview AI, par exemple, où il y a eu aussi l'actualité avec la Commission d'accès à l'information il y a quelques jours, prétendent que ces données-là ne sont pas des données personnelles ou disent qu'elles ne peuvent pas enlever les données qui sont liées à des Québécois, alors que clairement, c'est des données qui ont été collectées souvent de manière illicite sans le consentement des personnes qui sont des données personnelles. Donc, il y a toute la question, je dirais, de la collecte de ces données-là qui sont nécessaires pour le système de surveillance. Puis, il y a aussi tous les enjeux de diversité et de discrimination. Quand ces systèmes algorithmiques sont créés, souvent, ils sont créés avec un but d'efficacité et on ne prend pas en compte les risques de discriminer ou de ne pas prendre en compte certains groupes ethniques. Et il y a aussi, évidemment, je ne veux pas prendre trop de temps, mais tous les enjeux d'interprétabilité sur lesquels on va revenir. Souvent, ces systèmes algorithmiques, si je prends les réseaux profonds, on dit que c'est des systèmes boîte noire parce qu'ils sont très performants par rapport aux critères qui est la précision de la prédiction, mais leur structure fait pour un humain, c'est extrêmement difficile d'expliquer pourquoi une prédiction a été faite et à une personne, pourquoi est-ce qu'elle a été ciblée. Et le fait que ce soit difficile d'expliquer leurs décisions fait aussi que c'est difficile de remettre en cause leurs décisions et de pouvoir débugger ces systèmes, de voir quels sont leurs angles morts par rapport, par exemple, à la discrimination. Est-ce que je comprends, Sébastien, que interprétabilité pour toi, c'est la même chose que explicabilité? Oui, alors il y a des grands débats dans le domaine de la recherche sur ces termes-là, mais souvent, Ça bouge, explicabilité, ça va être, il y a la notion de pouvoir donner une explication compréhensible à un humain. Interprétabilité, ça peut être de comprendre comment le modèle fonctionne, peut-être par des mécanismes que des experts comprennent par rapport à des poids des entrées ou des poids certaines parties du réseau. Donc, moins d'expliquer la décision à la personne concernée, mais plus de donner des moyens de visualisation et de compréhension à des experts. Donc, c'est une chose que de comprendre comment le système fonctionne dans l'équipe technique, mais c'est ensuite une autre de l'expliquer aux citoyens qui est à l'autre bout de la décision. Puis, tu disais aussi, tu as parlé d'efficacité, parce que je vois qu'on a encore une petite minute, mais quand tu parles que la recherche de l'efficacité influence la façon dont les algorithmes sont construits, est-ce que tu peux extrapoler un petit peu, expliciter? Quand on construit un algo d'apprentissage, en général, le premier critère, c'est en anglais l'accuracy, la précision. Donc, on va avoir un ensemble d'entraînements qui servent à entraîner le classifieur ou l'algorithme. Et à partir de ça, on arrive à construire un modèle et on va tester sur des données qu'on a laissées de côté, des données de test, quel est le succès de cet algorithme en termes de précision. Et souvent, c'est ce critère-là qui est vraiment le critère qui permet de dire à 99%, notre système est capable de reconnaître un individu ou de généraliser ce qu'il a appris à d'autres personnes. Mais si les données qui sont utilisées pour l'apprentissage ou le test ne sont pas représentatives de la population, ou si on ne prend pas en compte les aspects d'équité et aussi d'interprétabilité, mais aussi les enjeux de vie privée, une des choses aussi sur lesquelles je travaille que j'aurais pu mentionner, c'est qu'à partir du modèle lui-même, parfois on peut reconstruire des données qui ont servi à l'entraîner. Donc si on dit on partage un modèle d'apprentissage, il y a des risques aussi qu'on puisse reconstruire les données qui ont servi à le créer. Donc il y a aussi des enjeux de vie privée par rapport aux données, non pas simplement les données elles-mêmes, mais tout ce qui est appris sur les données comme le modèle. Donc, ce qu'on comprend, c'est qu'il y a des choix qui sont faits lors de la construction de l'algorithme qui ne sont pas neutres et qui en influencent les résultats et les impacts. Oui. Merci, Sébastien. Je passerai ensuite à Marie qui pourrait nous expliquer, dans le fond, le fait que ces systèmes de surveillance ne sont pas développés en vase clos. Donc, ils existent dans un contexte juridique. Les entreprises n'ont pas le droit nécessairement de tout faire. Les villes qui les utilisent ont quand même des contraintes à respecter. Donc, quel est ce contexte dans lequel elles s'inscrivent? Bien, tout d'abord, merci de l'invitation. Moi aussi, je suis ravie de pouvoir participer. Et moi aussi, j'ai été très impressionnée par l'avis du CGM. Il y avait déjà beaucoup de réponses à cette question-là dans cet avis-là. Donc, le CGM mentionne déjà plusieurs éléments du code juridique, notamment la Charte canadienne et la loi sur l'accès
aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels qui s'applique à la Ville dans sa gestion de ces instruments-là. Mais moi, j'aimerais insister sur un outil que je trouve qui est souvent sous-évalué dans le contexte justement du recours à des SDA, et c'est la Charte québécoise des droits et libertés. Donc, cette charte-là, d'une part, elle a d'intéressant que, contrairement à la Charte canadienne, elle s'applique aux acteurs privés. Donc, elle s'applique non seulement à la Ville comme acteur public, mais également aux entreprises qui développent des systèmes des SDA ou des systèmes de surveillance et à toute personne qui les utilise, qui y recourt, donc à toutes les personnes qui sont impliquées dans le processus. Donc, ça présente un avantage certain sur la Charte canadienne qui, elle, se limite aux acteurs publics. Par ailleurs, la Charte présente comme immense intérêt, à mon avis, qui est très, très sous-estimé, qu'elle protège spécifiquement le droit au respect de sa vie privée, ce qui n'est pas le cas de la Charte canadienne, ce qui n'est pas le cas aux États-Unis non plus. Aux États-Unis, le droit au respect de sa vie privée, c'est un droit dérivé, ce qui fait qu'il est très limité. Alors que le concept de vie privée, au sens de la Charte québécoise, c'est un concept qui ne se limite pas au renseignement personnel, mais qui englobe plusieurs aspects de la vie des personnes concernées. Donc, on n'est pas limité par la définition de notion de renseignement personnel quand on applique la Charte québécoise. Donc, c'est très important donc, de tenir compte de cet outil-là. C'est un instrument quasi constitutionnel, donc il y a préséance sur les autres dispositions législatives, bon, sous certaines réserves, mais je n'entrerai pas dans ces détails-là. Puis, la Commission des droits de la personne, là, qui est un organisme dont les membres sont nommés aux 2/3 de l'Assemblée nationale, a examiné les effets potentiels du recours à des systèmes d'intelligence artificielle sur les droits et libertés garantis par la Charte. On pense de façon, et c'est très bien identifié, bon, évidemment, les impacts sur le droit au respect de sa vie privée et les impacts sur le droit à l'égalité, donc les possibilités de discrimination. Mais il y a plusieurs autres droits que je trouve qu'on néglige. Vous en avez mentionné quelques-uns, par exemple, les libertés fondamentales, donc l'exercice des libertés fondamentales, la liberté d'association, etc. Mais il y a d'autres aspects. Donc, parce que ces systèmes-là, un objectif est souvent d'avoir une influence sur le comportement. C'est pour ça que ça affecte l'exercice des droits et libertés fondamentales, mais ça aussi, on l'a vu, entre autres, avec Cambridge Analytica, ça a aussi un impact sur l'exercice de droits démocratiques, comme le droit de vote, par exemple. Une autre catégorie de droits qui est très influencée, surtout dans le contexte des technologies de surveillance, c'est la question du droit à une audition publique et impartiale de sa cause. Donc, quand on prend des technologies qui prennent des décisions d'imposer, par exemple, des contraventions, si on n'a pas accès au processus décisionnel, il y a des chances pour qu'on contrevienne au droit judiciaire. Il y a toute la question des fouilles, les saisies, les perquisitions abusives, récolter de l'information dans un contexte judiciaire sans être autorisé par la loi ou par un tribunal, ça peut avoir un impact sur ce droit-là, la protection contre les fouilles, les saisies, les perquisitions abusives. S'il y a des objets connectés qui récoltent des informations chez les personnes privées, il y a une violation du droit à l'inviolabilité de la demeure. Si on n'a pas accès aux algorithmes, il peut y avoir une atteinte au droit à l'information. Puis si on est dans un contexte de surveillance des employés de la Ville, par exemple, là, il pourrait y avoir une atteinte au droit à des conditions de travail justes et raisonnables. Donc, on le voit, il y a toute une panoplie de droits dont on parle moins souvent, qui peuvent être affectés par le recours à des SDA ou à des technologies de surveillance en particulier. On parle de tous ces droits-là comme étant un peu comme des hypothétiques. Est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas été amenés devant des tribunaux? Donc, comment est-ce que vous envisagez un petit peu l'évolution dans les prochaines années à ce niveau-là? C'est une excellente question. Je suis ravie que vous la posiez parce que personnellement, je suis assez impatiente de voir comment ça va se traduire devant les tribunaux. À ma connaissance, il n'y a pas eu beaucoup de tentatives qui ont été faites. Je pense qu'il y a eu la question, puis j'aurais dû relire mes informations à ce propos-là, mais je pense que ça a été utilisé pour contester un système d'évaluation des possibilités de libération conditionnelle, mais que la cause a été rejetée, mais pour des questions plus techniques
que pour une vraie analyse du recours à l'intelligence artificielle. Je sais que la commission, on a un mandat donc en droit de la personne, mais aussi en droit de la jeunesse. Puis dans des enquêtes, on a constaté l'usage, le recours à des technologies des systèmes d'intelligence artificielle pour prendre des décisions à l'égard, par les directions de la jeunesse, à l'égard des jeunes, du placement des jeunes. Puis donc, on a fait des recommandations de cesser d'avoir recours à ces systèmes-là dans ces prises de décision-là. Mais moi, je pense qu'il y a énormément de potentiel, puis justement, il y a énormément de potentiel pour invoquer les droits garantis par la Charte, puis la Charte canadienne, mais aussi la Charte québécoise, étant donné, parce que comme l'identifiait Sébastien, il y a un problème à identifier qui est responsable des effets d'un système d'intelligence artificielle. Est-ce que c'est la personne qui l'a conçu? Est-ce que c'est la personne qui l'utilise, etc., etc.? Il y aurait intérêt à spécifier juridiquement ces éléments-là. Ceci dit, je pense qu'on pourrait quand même essayer de recourir aux droits garantis par la Charte. Puis il y a des concepts, par exemple, comme la solidarité dans la responsabilité, où on pourrait tenir l'ensemble des personnes concernées responsables dans certains contextes. Mais ça reste à vérifier avec les tribunaux. C'est très intéressant parce qu'au final, on revient avec cette notion d'explicabilité, c'est-à-dire qu'il faut savoir qu'on est soumis à un processus décisionnel automatisé pour d'abord pouvoir dire est-ce que mes droits ont été enfreints, puis ensuite de prendre la décision d'aller devant les tribunaux. Et ça m'amène à Alex, qui est dans le secteur privé et qui se retrouve un peu avec cette responsabilité sur les épaules. Donc, si vous pouviez me dire, vous êtes dans une grande organisation, MOVEI, qui doit quand même réfléchir aux questions éthiques. C'est quelque chose qu'on voit dans vos discours. Donc, d'après vous, quel est le rôle des concepteurs de systèmes, des développeurs, aux ingénieurs, aux scientifiques de données face au public, face à ces droits-là qui risqueraient de peut-être être enfreints? Oui, bon, premièrement, merci aussi de l'invitation. C'est très intéressant ce qu'on discute ici. Je pense qu'on pourrait passer beaucoup plus qu'une heure sur le sujet de manière intéressante. Je mettrais un bémol sur une grande organisation. MOVEI est une quarantaine de personnes et la raison que je sépare les deux, c'est qu'à la tête de cette organisation, les conversations éthiques sont essentielles et importantes, mais restent au niveau de nous pouvons tous en parler ensemble. Il n'y a pas de surprise, ce qui n'est pas le cas dans les grandes organisations qui se lancent dans le champ de l'intelligence artificielle et les systèmes comme ça. Où je vais revenir à la question dans un moment, mais juste exposer une catégorisation grossière de 3 types d'entreprises. Quand on parle de ce système-là, il y a des entreprises qui ont l'habitude de travailler dans des domaines hautement régulés. On pense des finances, systèmes de la santé et autres, qui ont les structures et la gouvernance interne pour se poser ces questions-là. Ces questions d'éthique, ces questions de l'impact sur le client et autres. Ce n'est pas parfait. On peut regarder les nouvelles pour voir très bien que ce n'est pas parfait, mais au moins la gouvernance interne existe. On a une catégorie de compagnies, je dirais surtout dans les nouvelles technologies. On a parlé de Cambridge Analytics, choses comme ça, qui peut-être vont agressivement et volontairement dans une direction sans se poser trop les questions qui devraient se poser. Et ça, c'est certainement un autre type de profil qu'on peut se parler des responsabilités personnelles du monde dans les compagnies. Et finalement, et on en parle peut-être un peu moins, on a les compagnies peut-être d'une moins grande taille, mais quand même substantielles, dont le cœur de la business n'est ni les zones hautement régulées, ni la collecte de données agressive, mais qui se mettent à ramasser des données parce qu'ils entendent que c'est important, c'est à la mode, il faut transformer, se mettent à implanter des systèmes automatisés. Et ce n'est pas nécessairement avec des intentions hostiles ou agressives, mais par absence de gouvernance existante, à cause que peut-être un manque d'éducation et autres, une mécompréhension de l'impact, de la magnitude de ces systèmes vont amener beaucoup de risques potentiels à leurs usagers. Puis si on peut tomber dans des industries qui ne sont pas ce qu'on imagine à première lieu, l'achat et la vente de matières premières. Là. Il y a beaucoup d'endroits qui ne sont pas au premier plan de comment le citoyen peut être impacté, mais en fin de compte, il y a une collecte de données, parfois dans des systèmes pas très sécures, il y a un entraînement de modèles, parfois avec une gouvernance manquante, et ça, c'est un secteur qu'on oublie un peu. Donc, pour revenir à la question, quel est le rôle de l'ingénieur ou du data scientist dans l'élaboration de algorithmes? Quel est le rôle éthique? Bon, je dirais qu'il est très similaire
au rôle éthique de n'importe qui dans la société. Là. La personne qui développe ces algorithmes a le même devoir que n'importe qui se retrouve potentiellement dans quelque chose qui peut impacter plusieurs clients, plus un grand public. Où la question est intéressante et qu'il y a une tendance, surtout dans les domaines privés, de distribuer cette responsabilité-là éthique uniquement aux groupes techniques. Donc, quand on parle dans des entreprises qui ont l'habitude de faire de la gouvernance autour de ça, généralement, on va parler de comités multidisciplinaires, les personnes qui sont des experts du domaine, des questions éthiques vont rentrer, la gouvernance, les avocats et autres, pour une raison qui m'échappe un peu, mais c'est quelque chose qu'on peut constater. Parfois, quand on parle de développement d'algorithmes, comme la compagnie va avoir tendance à lever les bras et à dire « Ah, mais non, les personnes techniques vont régler ce problème-là, vont être responsables de s'assurer que le modèle n'a pas de biais, n'enfreint pas les lois, etc. » Et un groupe technique va faire son mieux. Il y a une responsabilité personnelle. C'est généralement des personnes qui veulent contribuer à ce niveau-là, mais ils n'ont pas l'ensemble des expériences nécessaires pour faire un bon boulot sur les questions. Donc, c'est quoi la responsabilité de data scientist, d'ingénieurs? C'est une responsabilité de faire le mieux qu'ils peuvent dans le système. Mais c'est quoi la responsabilité de l'entreprise? C'est de ne pas mettre l'entièreté de cette responsabilité sur les épaules des personnes techniques. Il y a très bonnes raisons pourquoi on ne fait pas ça dans beaucoup de domaines. Donc voilà, ça serait ma réponse à la question. C'est intéressant parce que ça ramène à ce qu'on disait tout à l'heure, à savoir qu'il y a des choix qui sont faits, ce n'est pas neutre, et ces choix-là, souvent, sont dictés par les modèles d'affaires ou les stratégies d'entreprise. Ils ne sont pas décidés entre eux. En fait, ce que vous dites, c'est que oui, les équipes techniques peuvent faire de leur mieux pour intégrer ces enjeux de responsabilité-là, puis d'éthique, mais que le cadre de gouvernance est beaucoup plus large. Il est essentiel. Et au-delà des comités intersectoriels, quel autre type de structure de gouvernance une entreprise peut se doter pour réfléchir à ces questions-là? Bien, entre autres, Marie Carpentier avait beaucoup parlé de toutes les lois, les réglementations qui rentrent en jeu. Je suspecte, ici je serais intéressé d'avoir votre opinion, que la majorité des entreprises qui se lancent dans la collecte de données, dans l'évaluation de système, encore une fois, ici on parle de la catégorie d'entreprises moins massives, moins agressives, là, n'ont simplement pas l'éducation, la connaissance de ces systèmes-là, de ces lois-là qui régissent ce qu'ils développent. Donc, la gouvernance interne, on peut commencer juste par investir le budget nécessaire pour être au courant de ce qu'on peut et ne pas faire avec les données, avec les systèmes. Et déjà là, on saute un bon échelon qu'en ce moment, ce n'est pas toutes les organisations qui sont prêtes à le faire. Mm-hmm. Donc, l'IA pourrait devenir un environnement hautement régulé, éventuellement. En fait, les systèmes de décision automatisés, je ne sais pas si ça va amener nécessairement de la haute régulation, mais certainement de la régulation va être nécessaire pour permettre aux compagnies de mieux comprendre la boîte et le cadre qui travaillent dedans. En tant que compagnie de consultation, nous allons accompagner les clients dans les risques potentiels du déploiement, qu'est-ce qu'ils vont regarder, qu'est-ce qu'ils ne vont pas regarder, mais nous ne pouvons pas être des experts de toutes les industries, tous les domaines. Et c'est là qu'il y a un aspect où le framework de régulation, l'entreprise et leur propre expertise doivent comme toutes se rassembler et regarder les impacts des technologies. Converger de manière très multidisciplinaire. Très intéressant. On a passé du temps à comprendre un peu mieux comment ces technologies sont développées, dans quel contexte. Maintenant, passons plus à comment elles sont utilisées. Donc, on l'a dit, des fois, c'est pas toujours très transparent de la façon dont ces technologies-là sont utilisées. Des entreprises sont plus agressives, vont cacher leur stratégie. Mais qu'est-ce qu'on sait pour ce qui est de la ville de Montréal, d'autres villes? Comment est-ce que les technologies de surveillance sont utilisées par les services policiers, par la sécurité civile, même dans les administrations des villes? Je dirigerai la question vers Sébastien. Alors déjà, c'est très difficile d'avoir des informations claires. Donc, en général, c'est par des articles de presse ou journalistes d'investigation qu'il est révélé que telle ville ou tel acteur dans la ville utilise tel système. Et les entreprises qui font ces technologies-là ne vont pas forcément non plus le publiciser, quels sont leurs clients, où il y a des... donc, c'est difficile, mais on sait par exemple que pour les systèmes de police prédictive, il y a eu des cas d'utilisation au Canada de ces systèmes-là, donc où PredPol, par exemple, était utilisé pour essayer de prédire
tout ce qui est police prédictive. On sait que Clearview AI, ben, clairement, avec les enquêtes qu'il y a eu des commissariats à la vie privée et la commission d'accès à l'information, il y a eu des usages aussi au Canada. Il y a encore Peux-tu expliquer, Sébastien, qu'est-ce que Clearview pour ceux du public qui ne connaisseraient pas l'histoire? Clearview AI, c'est une entreprise qui fournit une technologie de reconnaissance faciale qui disait qu'elle avait, je pense, plus de 3 milliards d'images qui ont été collectées principalement, je pense, sur les réseaux sociaux. Donc, je n'ai pas suivi tous les litiges, mais je pense que Facebook, même et les grands groupes, sont en litige avec Clearview AI pour avoir récolté des données sur leur plateforme sans demander le consentement de ces plateformes. Et évidemment, il y a aussi toute la question du consentement des personnes dont on a pris les images, on ne leur a pas demandé leur consentement. Donc, Clearview AI était une entreprise qui fournissait cette technologie de reconnaissance faciale pour les agences policières. Apparemment, il y a eu beaucoup d'usages où, pour essayer de vendre et pousser leur technologie, ils donnaient des comptes d'essai, mais sur lesquels il n'y avait pas vraiment de contrôle de qui dans le service de police l'utilisait, dans quel usage, et pas de log sur est-ce que ça a été suite à un mandat judiciaire ou pas. Et donc, cette compagnie-là a eu une enquête des commissariats à la vie privée du Canada et de la commission d'accès à l'information, où essentiellement, il y a eu plusieurs demandes où ils se sont retirés apparemment du marché canadien et ils ont dit on n'est pas capable de faire suite. Enfin, je pense que Marie pourra compléter mieux que moi, mais il disait on est du côté de la sécurité, donc il faut contrebalancer ça avec les données personnelles. Puis, dans la question du droit à l'oubli, il disait on n'est pas capable de savoir qui est québécois dans nos images, donc on ne veut pas retirer les données des Québécois. Donc, essentiellement, ils n'étaient pas du tout coopératifs. Et je pense que le litige avec cette compagnie qui a démarré en 2019 va se poursuivre encore. Donc, les commissions, la commission d'accès à l'information et les commissariats essayent toujours de continuer à mettre de la pression sur Clearview AI pour qu'au moins ils retirent les données des citoyens canadiens. Donc voilà, je ne sais pas si ça répond à... Tout à fait. Tout à fait. Puis peut-être je relancerai, tu as dit au tout début que souvent, on apprend l'existence de ces technologies à travers le journalisme d'investigation. Mais est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'on peut pas du reposer tout, uniquement sur... Je ne sais pas si on en reviendra peut-être dans la partie après sur les solutions, mais je pense que ce qui manque dans beaucoup de villes, c'était mis dans l'avis comme une piste, c'est un registre qui listerait tous les algorithmes ou tous les systèmes de décision algorithmique utilisés par les services de la ville, incluant les services de police. Souvent, ces systèmes-là sont faits par des compagnies privées, donc ça permettrait aussi d'avoir une idée de quels sont les acteurs privés avec lesquels les compagnies. Donc, je dirais que tant qu'on n'a pas cet outil-là et d'autres outils de pistes de solutions qu'on pourra discuter plus tard, c'est extrêmement difficile de savoir vraiment qu'est-ce qui est... par exemple, j'ai aucune idée de toutes les technologies utilisées par le SVM à Montréal en ce moment, donc je ne sais pas si... Est-ce qu'il y a eu un acteur qui a remplacé Clearview AI? Est-ce que finalement Clearview AI a été remplacé par autre chose ou est-ce que le SPVM a décidé de laisser de côté ces projets-là? Donc, c'est difficile d'avoir de l'information précise à ce sujet. On demeure dans le flou. Et puis, lorsqu'une technologie est déployée dans nos espaces publics, qu'on le sache ou qu'on ne le sache pas, en plus, il peut y avoir vraiment des impacts, des impacts qui vont toucher certaines communautés plus que d'autres. Ça a été largement documenté. C'est quelque chose sur lequel on revient souvent, les discriminations. Donc, pourquoi ça arrive, Marie? Est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi certaines communautés sont touchées de manière disproportionnée? Bien, je ne suis vraiment pas une spécialiste d'informatique. Je ne peux pas expliquer tous les tenants et aboutissants, mais c'est sûr qu'il y a plusieurs moments dans le recours, puis je vais parler des SDA de façon générale, là, mais dans le recours au SDA, il y a plusieurs moments où on peut avoir un impact sur la vie des gens, puis un impact négatif. Ça peut survenir au moment de la collecte des données, par exemple, au moment de l'utilisation, de la transformation, du traitement de ces données-là, au moment où le résultat de ce traitement-là est réutilisé par les personnes. Donc, il y a plusieurs espaces distincts où il peut y avoir une intervention. Puis dans le fond, les systèmes, les SDA reproduisent nos biais préalables. Si quelqu'un a un biais en programmant, si quelqu'un a un biais en collectant les données, par exemple, ça reproduit nos propres préjugés. Donc, ça pourrait être, puis Pencho l'a mentionné, là, puis c'est déjà indiqué dans la vie, donc ça pourrait être
le fait, par exemple, que notre jeu de données avec lequel on entraîne notre machine n'est pas assez diversifié, puis que quand on l'applique, ben, ça crée des erreurs à l'égard des personnes qui ne font pas partie du jeu de données. Ben, il y a eu des effets tels que ceux-là qui ont été démontrés, entre autres, dans le recrutement, dans la reconnaissance faciale, dans l'accès aux soins de santé, par des outils de prédiction criminelle. Les motifs souvent en cause, il peut y en avoir plusieurs, mais c'est souvent la race, l'origine nationale ou ethnique, le sexe ou le genre et la condition sociale qui sont en cause dans les problèmes de discrimination. C'est important de comprendre que le concept de discrimination au sens de la charte, il ne nécessite pas une intention. Donc, ce n'est pas nécessairement malveillant. C'est souvent, par exemple, dans les systèmes de prédiction, par exemple, qui ont été utilisés pour déterminer les peines aux États-Unis, on s'est rendu compte qu'on reprenait des critères de discrimination puis qu'on les appliquait pour déterminer la capacité d'une personne à se réhabiliter. Donc, le fait qu'elle ait un emploi à long terme, le fait qu'elle soit mariée ou pas, le fait qu'elle soit propriétaire ou pas. Donc, on reproduit nos propres préjugés. Puis, des fois, c'est absolument pas intentionnel, c'est pas du tout malveillant, mais ça demeure de la discrimination au sens de la charte. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on essaie de voir non pas l'effet recherché par le système, mais l'effet effectif. C'est-à-dire quel effet ça produit dans les faits, même si ce n'est pas l'intention de départ, quel effet ça a sur certaines catégories de personnes. Il faut aussi tenir compte de quand on espère un effet bénéfique du recours à des technologies, puis toutes les technologies, mais les systèmes de surveillance, etc. aussi, il faut qu'on tienne compte de la fracture numérique, du fait qu'il y a des personnes qui ont accès ou pas aux technologies. Puis ça peut créer une autre sorte de discrimination, notamment sur la base de l'âge, la condition sociale, le fait que les gens aient les moyens ou non de se procurer certaines technologies. Puis ça peut aussi, pour les communautés immigrantes, par exemple, il peut y avoir des obstacles qui sont langagiers. Par exemple, dans les technologies qui ont été utilisées dans le contexte de la COVID, il y avait des problèmes avec ça. Les versions n'étaient pas nécessairement traduites. Ça a rendu l'accès aux technologies, par exemple, le passeport vaccinal ou aux technologies d'identification de contact, les instructions n'étaient pas nécessairement traduites. Donc, il peut y avoir aussi des problèmes avec les personnes en situation de handicap. Donc, c'est ça. Il faut comme tenir compte de ces effets différenciés aussi. Puis donc, il faut faire des pas de recul par rapport au développement de la technologie, à mon avis. Donc, c'est intéressant. On s'est lancé là-dedans en y voyant un peu une baguette magique. On a réalisé que les impacts ils étaient un peu comme le sorcier qui utilise ses balais, utilise la magie pour nettoyer. Là. Excusez-moi, j'ai pas lu toute l'histoire de Disney. Il y a une image qui m'est venue spontanément là, du sorcier qui a de la difficulté à arrêter ses balais. Et puis, là, aujourd'hui, donc, on prend ce pas de recul. Les entreprises cherchent à intégrer des nouveaux principes, la transparence, l'explicabilité, pour mieux distinguer. Puis je pense que vous l'avez bien dit, là, tu l'as bien dit, Marie, la différence entre l'effet recherché et l'effet effectif. Donc, Alex, est-ce que tu pourrais nous décrire un petit peu plus comment ça se fait techniquement? Comment sont mis en place ces valeurs-là? Par ces valeurs-là, tu veux dire les algorithmes qu'on essaie d'utiliser pour… oui. Oui, quelles sont les méthodes utilisées par une équipe pour essayer d'éviter là, toutes les mauvaises conséquences que Marie vient de nous présenter? Absolument. Donc, premièrement, les méthodes ne marchent pas vraiment. On peut juste partir, mettre ça sur la table et après, on est franc, c'est bon. Un peu plus de gras, oui. Je vais reprendre une définition que Sébastien utilisait au début entre l'interprétabilité et l'explicabilité, explainability, pardonnez-moi. La majorité des méthodes qu'on retrouve dans la littérature ou du moins dans le domaine privé qui sont utilisées des algorithmes, ça cerne autour de deux objectifs, je dirais. Le premier objectif, c'est essayer de ressortir quelles sont les caractéristiques les plus importantes qui ont permis au modèle de prendre sa décision. On va appeler ça du feature explanation en anglais. Donc, par exemple, je refuse d'assurer votre auto car la couleur est bleue et c'est la couleur qui est la chose la plus importante dans ma décision. Alors, méthode 2, moins populaire, ou fin de méthode 2, mais qu'on voit encore, c'est l'association entre une décision et des exemples dans l'ensemble d'entraînement.
Fait que, par exemple, je refuse d'assurer votre auto car dans mon ensemble d'entraînement, les données que j'ai utilisées pour créer mon modèle, j'ai 18 exemples d'autos qui ressemblent à la vôtre qui aussi ne devaient pas être assurés. Donc, on prend très grossièrement. Dans les deux cas, on parle de familles de modèles qui sont beaucoup plus proches de l'interprétabilité que de l'explicabilité. C'est-à-dire, c'est des méthodes qui ont été développées par des chercheurs dans le domaine, qui ont été validées pour leurs propres besoins, implicitement ou explicitement, et souvent qui se retrouvent à être adaptées pour des experts qui cherchent à comprendre ou améliorer le modèle, mais souvent peu adaptées pour la personne non technique, le non-expert qui a un contact extérieur. Et c'est peu adapté à plusieurs niveaux. Le premier niveau est probablement le plus important, c'est que souvent on parle d'explication de la décision du modèle et non pas du système. Et il y a une très grosse différence entre les deux. Un modèle, c'est juste un algorithme quelque part qui a été entraîné à faire quelque chose, qui a un certain pourcentage de accuracy et qui réussit pas. Le système autour a toute une sélection de choix que justement vous avez mentionné, Sarah, plusieurs fois, allant de c'est quoi les données qui sont allées à l'intérieur, c'est quoi qui a été pris, pas pris, c'est quoi la période de temps, est-ce qu'on a des règles manuelles qui ont été rentrées dans le système qui jouent aussi avec l'algorithme. Toutes les décisions qui ont été prises, tous les morceaux qui font le système, elles sont rarement expliquées. Et pour quelqu'un qui subit l'impact du système, simplement avoir la réponse je n'assure pas votre auto parce que le ciel est bleu dans votre photo, c'est insuffisant. Un, ça ne fait aucun sens en soi, là. Puis on va tomber sur la question de mais la réflexion du modèle ne relate pas avec mes attentes de ce qu'est une explication. Mais deux, ça évacue toute l'entièreté du système autour qui, on l'oublie parfois, peut aussi avoir un humain quelque part dans le process. Donc, c'est très populaire, là, c'est des systèmes qui font du human in the loop. Là. Donc, le système automatise partiellement la décision, mais un humain va refléter, adapter et ensuite l'envoyer. Donc, sans une explicabilité du système, l'usager qui reçoit la conséquence n'aura jamais satisfaction, faut se dire. Et même si on se gardait juste à l'explication du modèle, les méthodes qu'on trouve utilisées couramment sont beaucoup plus proches de l'objectif d'interprétabilité, donc permettent à l'expert de comprendre le modèle, quels sont à l'objectif d'explicabilité, qui doit vraiment être ciblé à l'usager. Et ça, c'est quelque chose qui est profond de c'est quoi une explication. Là. Une explication peut être très valide et très différente pour 8 personnes différentes. Donc, on ne peut pas simplement faire un algorithme générique et dire voici mon explication. Vous devez comprendre quels sont les besoins de l'usager du système et produire une réponse et un audit adapté à leurs besoins. Et quand on parle de leurs besoins, c'est toute une démographie d'usagers. Donc, c'est encore une fois probablement pas une seule explication. Ce qui permet aussi de rappeler l'importance de cette notion de la fracture numérique, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont très peu techniques, tech, et qui nécessiteront peut-être davantage de vulgarisation ou encore peut-être qu'ils n'auront jamais accès même à l'information parce qu'elle ne se rendra pas à eux parce qu'ils n'ont pas leur téléphone, parce qu'ils n'ont pas un ordinateur. Très intéressant. Absolument. Donc là, on se rend compte, dans le fond, que la boîte de Pandore, elle est déjà ouverte, même si on se rend compte qu'il y a des problèmes, puis que même certaines des solutions ne fonctionnent pas, mais les technologies de surveillance sont déjà là, suite parfois à des stratégies d'entreprise agressives, d'autres parfois parce que il y avait des données faciles à collecter. Donc, au-delà de l'intention, les citoyens doivent déjà apprendre à vivre avec tout ça. Donc, j'aimerais se lancer un peu dans ce troisième bloc, là, donc les solutions. Puis j'ouvrirai vraiment la discussion à tous, là, sans pointer la question. J'aimerais avoir votre avis à chacun. Donc, comment est-ce qu'on peut... quelles sont les pistes de solutions les plus intéressantes, dans le fond, pour rendre ces technologies-là soit plus inclusives, plus éthiques, peut-être restreindre leur portée afin qu'elles soient vraiment utiles, mais qu'elles ne soient pas peut-être répandues partout, et qui pourraient inspirer la Ville de Montréal ou une administration comme la Ville de Montréal. J'irai avec Sébastien. On va garder ça dans le même ordre. D'abord, je pense qu'une grosse partie de ces solutions ne seront pas des solutions techniques, mais plus des processus de gouvernance et comme on parlait de transparence par rapport. Donc, je dirais que la première chose que je ferais, c'est
la liste des systèmes algorithmiques ou des technologies de surveillance, mais aussi la liste des capteurs et des données qu'ils collectent. Donc, parce que parfois, ce qui arrive, c'est qu'il y a des technologies qui sont développées, des capteurs qui sont déployés. On collecte au départ la donnée pour une certaine finalité, puis finalement, on se rend compte qu'elle peut servir à d'autres finalités, dont des finalités de surveillance. Donc, je pense que j'encouragerais un espèce de registre, non seulement des algorithmes, mais aussi des capteurs. Donc, une des risques que je peux voir émerger, c'est par exemple tout ce qui est le mobilier ou le urbain connecté, où on va non pas avoir des caméras forcément qui prennent la population en vidéo, mais ça peut être simplement les signaux qu'on laisse par nos téléphones, par exemple, quand on se connecte au réseau Wi-Fi. Donc, il y a des technologies de physical analytic en anglais ou d'analytique physique en français qui essayent de comprendre la mobilité des personnes à partir simplement des signaux de leur téléphone portable. Donc, il y avait eu les poubelles intelligentes à Londres qui avaient fait parler de ça. Donc, je dirais que la ville devrait faire un registre des capteurs aussi et des données qu'elle collecte, expliquer peut-être les finalités où on va les collecter. Donc, ça permettrait d'avoir un débat. Donc, je pense que les autres solutions, ça serait aussi d'avoir un groupe de travail au niveau de la ville qui permettrait de donner son avis sur ces algorithmes et les données, et d'avoir de l'expertise aussi qui serait poussée aussi, peut-être un responsable des algorithmes, un responsable de la protection des données au niveau de la ville. Et sinon, au niveau technique, il y a des façons quand même d'essayer, par exemple en diversifiant les données d'entraînement ou en essayant de s'assurer que par rapport à une certaine mesure d'équité, notre système même s'il est moins précis globalement, ait à peu près la même précision pour tous les groupes de la population. Donc, ça pourrait être de s'assurer que pour tous les groupes, notre système, il n'est pas simplement 95% bon en général, mais il est 90% bon sur tous les sous. Donc, il y a des possibilités. Qu'est-ce que des données d'entraînement, Sébastien? Peux-tu expliquer un peu la différence entre les données qu'on collecte en temps réel et des données essentiellement, d'entraînement? les données d'entraînement, c'est ceux qui servent à créer le modèle. Alors que ceux qu'on va collecter en temps réel, c'est ceux qu'on va donner au modèle qu'on a appris pour faire une prédiction. Donc, si je prends la reconnaissance faciale, les données d'entraînement, ça va être, si je reprends Clearview, c'est les 3 milliards d'images qu'ils ont utilisées pour créer leur système de reconnaissance faciale. Et les données en temps réel, c'est celles que la caméra déployée à un certain endroit va prendre et qu'elle va donner au modèle pour essayer de dire quelle est l'identité de la personne. Pour utiliser l'exemple de Marie par rapport à la prédiction des risques de récidive, c'est un bon exemple où les données d'entraînement permettent de créer une prévision, un modèle. On s'attend ou encore que l'exemple des voitures bleues qui ne devraient pas être assurées et qui fige un peu la réalité et qui fait en sorte qu'à l'avenir, on répète toujours le même modèle et on ne permet plus que la réalité évolue. Donc, c'est ce que tu proposes en diversifiant les données d'entraînement, ça permettrait de créer des modèles qui sont plus flexibles? Ou disons, ça réglait plutôt la question de la diversité de la population. Donc, dans les systèmes, par exemple, de reconnaissance faciale, il y avait une étudiante du MIT qui a fait une étude qui s'appelait Gender Shades, qui montrait que les systèmes commerciaux d'IBM, en fait, avaient comme défaut que la plupart des données d'entraînement étaient des hommes blancs. Donc, ils étaient très bons pour reconnaître les hommes blancs, mais très mauvais sur des femmes afro-américaines. Et donc là, c'est plutôt la diversité des données d'entraînement qui joue un rôle. Ce que tu dis, c'est aussi un problème, c'est qu'on ne s'en rend pas compte souvent, mais l'apprentissage machine, ces modèles, on essaye essentiellement de prédire le futur à partir des données qu'on a eues dans le passé. Donc, ces modèles vont reproduire les biais et aussi ces modèles se basent sur des données qui font que le monde changeant, si on utilise des données qui sont trop anciennes, on va avoir tendance à vouloir prédire le futur avec quelque chose qui n'est peut-être plus représentatif de la réalité. Donc, il y a effectivement aussi cet enjeu-là, au-delà de la diversité des données, est-ce que ce qu'on prédit est encore pertinent? Est-ce que c'est quelque chose qui est basé sur des données d'il y a 10 ans où finalement la population a tellement changé que ces systèmes-là ne font plus de sens? C'est une bonne question à laquelle je n'ai point de réponse. Alexis, Marie, est-ce que vous voudriez répondre? Ben oui, à la question générale, oui, qui est vraiment absolument intéressante. Là. Je voudrais vraiment insister sur le fait qu'on n'est pas juste devant des enjeux d'éthique, hein, on est devant des enjeux juridiques.
Donc, il y a actuellement, par la mise en œuvre de certains de ces systèmes-là, donc, comme Sébastien disait, on n'est pas au fait de l'utilisation de ces systèmes-là, mais il y en a qui sont illégaux en ce moment, qui sont utilisés. C'était exactement ce qui s'est passé, c'est ce qu'on a constaté par l'enquête de Clearview AI. On n'a pas à développer un régime juridique pour arriver à la conclusion que ce système-là est illégal, il l'est déjà. Ceci dit, si le système juridique pourrait être amélioré, je dirais plus détaillé, plus spécifique. Comme Alex disait, il y a un problème aussi de connaissance de ce régime juridique-là. Manifestement, des gens ne savent pas quelles sont leurs obligations par rapport à ça. Ce qui me fait, moi, réfléchir à... Puis dans la partie des solutions, l'avis du CJM insiste beaucoup sur la nécessité d'évaluer les technologies. Ça, c'est absolument nécessaire, mais je pense que ça pourrait être aussi très utile de prendre un vrai pas de recul pour se demander dans quel contexte on est en train de mettre en œuvre ces technologies-là. Puis vous en avez parlé du contexte social avec le ballet de Disney, là. Mais tu sais, on est dans un contexte de capitalisme de surveillance, de stratégie du choc, où on met en place des dispositifs à vertu sécuritaire, mais qui vont demeurer là puis qui ne seront peut-être pas retirés après. On va voir ça avec la COVID, là. Qu'est-ce qui va rester en place comme système de surveillance qu'on a mis en place pour la COVID? Il y a toute la question du technosolutionnisme où on cherche nécessairement une solution technologique, alors que des fois, il y a d'autres alternatives que la technologie. Puis il y a aussi toute l'économie de la promesse qui fait qu'on envisage des solutions technologiques comme apportant des solutions avérées, alors qu'on est encore dans l'exploratoire. On ne sait pas encore si c'est efficace. Par exemple, il y a tout un débat autour des caméras corporelles. Bien, leur effet sur la discrimination, il n'est vraiment pas évident en ce moment. On ne sait pas si ça permet de diminuer les incidents de profilage ou si ça les augmente parce que ça permet de nourrir des systèmes justement d'intelligence artificielle qui peuvent, eux, reproduire du profilage. Donc, il faut vraiment, moi, je pense, s'arrêter, poser ces questions-là en amont. Puis quand on examine des technologies, c'est vraiment nécessaire, donc, effectivement, de les examiner par rapport à leurs résultats réels et non pas ce qu'on espère qu'elles vont donner dans quelques années dans un monde idéal. Parce que là, on est en train de parler de droits et de liberté de la personne. Donc, si on ne veut pas prendre nos concitoyens pour des cobayes, il faut s'assurer, avant de mettre en œuvre les technologies, que leurs effets bénéfiques surpassent leurs effets négatifs sur les personnes en cause. Donc, ma suggestion, c'est vraiment de prendre un pas de recul, de réfléchir. Pour ça, je mentionnerais qu'une des difficultés, c'est que ça prend des experts indépendants. Ça nous prend des experts indépendants capables d'évaluer les technologies puis capables d'évaluer leurs effets, mais qui ne sont pas intéressés par le résultat de cette évaluation-là, donc qui sont indépendants par rapport. Et ça, dans le contexte économique actuel, je pense que c'est difficile à trouver, mais ça, je pense que ça serait essentiel, puis il faudrait faire des recherches autour de ça. Mes brillants collègues participent de cette catégorie-là aussi, là, mais ils sont rares. Wow, Marie, tu nous as vraiment ouvert tout un horizon, je pense, de questions plus socio-techniques qui ont effectivement peut-être pas été au cœur de la discussion aujourd'hui, mais je pense que des actions portées par des instances comme le Conseil jeunesse qui ont justement qui sont à l'intérieur de la machine, mais en même temps, ils sont indépendants de l'administration municipale et ils s'arrogent le droit de questionner puis de réunir des acteurs comme vous pour se poser des questions. C'est un pas dans la bonne direction. Je pense que c'est trop complexe pour que je commande davantage, puis je veux vraiment offrir la possibilité à Alex de nous proposer ses propres solutions avant qu'on passe rapidement à la période de questions. Absolument. Vraiment intéressant ce qui a été dit en réponse à cette question. Merci. De manière pas très excitante, j'avancerai avec humilité dans tout ça, puis ça touche un peu à ce que Marie a dit. On n'a pas besoin de système automatisé pour échouer à faire des process inclusifs et biaisés.
on avait beaucoup de process discriminatoires et biaisés bien avant d'avoir de l'intelligence artificielle. Ce qu'on se retrouve, c'est devant une situation où on reprend les problèmes dans nos process existants et on les déploie à une magnitude gigantesque automatisée. Donc, y aller lentement, y aller avec humilité dans ces process-là, je pense, c'est une excellente idée. J'aime beaucoup l'idée de Sébastien de la transparence et de l'audit dans l'utilisation de la technologie. Je travaille beaucoup avec des visuels dans ma tête, donc on pourrait, par exemple, prendre l'idée que je reçois une contravention de stationnement et qu'il soit marqué sur la contravention cette contravention a été issue par tel système, voici qui contacter pour avoir de l'info et vos recours. Un peu comme genre quand on achète de quoi à l'épicerie, savoir c'est quoi qu'il y a dans la recette. Idem, quand on se fait imposer ou on est affecté par une action, un constat, n'importe quoi, qui vient en partie d'un système automatisé, pouvoir le savoir de manière facile. Pas petite étoile, aller voir 18 pages de Terms of Service sur un site web, là, mais vraiment directement. Et pouvoir savoir c'est quoi les systèmes technologiques qu'on utilise. C'est tout ça, mettre ça la lumière sur l'utilisation des systèmes est vraiment un très bon point pour aider les choses. Après, il y a beaucoup d'autres étapes nécessaires, mais comme on l'a un peu tous mentionné pendant la conversation, quelqu'un qui ne sait pas qu'il est affecté par un système automatisé, évidemment, n'est même pas à l'étape de pouvoir penser à un recours. Je veux dire, il y a une absence d'information. Mm-hmm. Merci beaucoup, vraiment. Je pense que vous nous ouvrez plein de bonnes pistes de réflexion et de solutions. Puis, je veux quand même qu'on ait le temps de répondre. On a quelques questions déjà qui ont été partagées au fil des discussions que je vous reformulerai. Puis, je pense qu'ils vont nous amener ailleurs aussi. Puis, j'encourage tous les participants, là, c'est le bon moment. On ouvre la période de questions, de vous lancer. Donc, je poserai la première de Daniel Polotsky. Il fait référence à la deuxième recommandation qui a été présentée par Pencho, qui disait d'imposer un moratoire dans nos services de police sur l'utilisation de technologies de surveillance, notamment la police prédictive. Mais en même temps, les systèmes, nos services de police, s'ils déploient ce genre de technologie, c'est parce que, j'imagine, ils y trouvent une forme d'utilité. Donc, c'est un peu un débat entre est-ce que nos services de police seront moins efficaces s'ils n'utilisent pas ces technologies qui sont disponibles? Est-ce qu'il y a il parle y aura-t-il un retard au sein du SPVM par rapport à d'autres services de police? Marie? C'est une excellente question, puis je regrette encore une fois de ne pas avoir vérifié mes références, mais par exemple, il y a eu des contraventions qui ont été émises à l'aide des LAPI, là, les systèmes de reconnaissance des plaques d'immatriculation, qui ont été cassés par les tribunaux. Les tribunaux ont trouvé que ce système-là, c'est la Cour du Québec, si je ne me trompe pas, c'est l'année dernière, la Cour du Québec a trouvé que ce système-là ne protégeait pas assez les droits garantis par la Charte. Donc, ce n'est pas utile de déployer des technologies qui vont amener les tribunaux à trancher que les droits des citoyens ont été affectés puis que les preuves recueillies comme ça ne peuvent pas être retenues parce que contraire aux dispositions de la Charte. Donc, c'est ça l'intérêt aussi de prendre son temps avant de déployer ces technologies-là. Par ailleurs, il y avait un spécialiste de la vie privée, puis je trouvais ça bien intéressant, qui disait à partir du moment où la confidentialité d'une information est brisée, c'est comme un tube de pantalon, on ne peut pas faire rentrer la pantalon à l'intérieur. À partir du moment où nos données personnelles de géolocalisation, de milliométrie, etc., ont été collectées. Après ça, c'est difficile de réparer la violation des atteintes aux droits. C'est dire le mal est fait. Donc, moi, je pense que c'est absolument nécessaire, puis je trouve que l'idée du moratoire je suis absolument en accord avec cette idée-là. C'est absolument nécessaire de mesurer que les effets positifs qu'on va recueillir, qui vont découler de l'utilisation des SDA vont dépasser les effets négatifs sur les droits et libertés de la personne, assez pour être
considéré comme valide par les tribunaux. C'est aussi vraiment juste pragmatique. Ce n'est pas juste une question, c'est une question morale, là, mais ce n'est pas seulement une question morale, c'est une question juridique aussi. Donc, cette approche par humilité, là, ça serait peut-être de faire un projet pilote, même une fois qu'on veut dépasser le moratoire, si on veut se relancer, ça serait d'y aller peut-être. Parfois, on utilise dans le secteur technologique souvent la notion de sandbox, de carré de sable. Donc, on crée un environnement où on contrôle un peu les conditions pour voir puis tester les impacts tout de suite. Donc, plutôt de le déployer tout de suite à large échelle en espérant que ça fonctionne, on y va peut-être par plus petites bouchées. Oui, Sébastien. Je vais intervenir, je rebondis sur ce que Marie disait. Je pense que ce qui est important, c'est de définir aussi, pour savoir si une expérience va fonctionner ou pas, les critères de succès à l'avance, avant que la technologie soit déployée, et de pouvoir, une fois tu parlais de sandbox, une fois qu'on a fait notre projet pilote, être capable de les mesurer, puis de voir si on a atteint l'objectif. Parce que souvent, on a l'impression que les technologies sont déployées, puis qu'on invente les critères de reddition de compte auprès de la population au fur et à mesure, pour justifier soit ces technologies-là ou justifier leur continuation. Donc, je pense que ça serait vraiment important de dire à l'avance, ben voilà, si on fait telle technologie dans tel contexte, on pourra mesurer avec tel objectif. Et pour revenir à la question qu'il y avait dans le chat, il y a eu quand même beaucoup de cas de technologies de surveillance déployées par des villes ou des services de police, où finalement, après 2-3 ans, les services ont dit « Ok, ça ne remplit pas l'objectif, puis il y a tels enjeux éthiques ou tels enjeux juridiques qui font qu'on débranche. » Donc, il y a eu beaucoup d'exemples, je pense, de villes qui se sont précipitées sur ces technologies-là. Et il y en a dans la vie, justement, c'est des exemples, où finalement, après, au bout de 2-3 ans, ils ont dit finalement, ça ne correspond pas ou ça ne remplit pas la mission, où il y a des enjeux trop importants, on va enlever. Donc, ça correspond, je pense, aussi à pourquoi, je pense, dans le cas d'une ville, c'est un peu différent d'une compagnie où on se dit on doit être les premiers sur le créneau pour l'innovation. Je pense que dans le cas d'une ville, c'est plutôt on doit être les premiers sur le créneau pour le service aux citoyens et donc penser avant de déployer une technologie, est-ce qu'elle va être vraiment utile et comment on va mesurer son succès plutôt que de dire on la déploie absolument pour la première ville au Québec à faire cette technologie. Mm-hmm. Et elle est peut-être coûteuse aussi, cette technologie à déployer. C'est ce que j'allais ajouter, c'est qu'il y a l'enjeu du coût aussi. Il peut y avoir donc beaucoup d'argent investi dans une technologie qui ne sera pas utile finalement ou peu utile finalement. Puis il peut y avoir la tentation de continuer à utiliser la technologie parce qu'on a investi tellement d'argent dans cette technologie-là, même si elle est plutôt néfaste pour les droits des citoyens. Donc, je pense que c'est une considération effectivement extrêmement importante à mettre dans l'équation quand on évalue une technologie. Je relancerai, je vous amènerai sur la deuxième question en faisant une relance sur quelque chose que tu as déjà dit tout à l'heure, Marie, en disant qu'une fois que les données sont collectées, que la vie privée elle a été violée, c'est difficile de revenir en arrière, de remettre le dentifrice dans le tube. Et il y a un spectateur anonyme qui dit entre le déploiement d'une application IA puis le temps de la régulation, souvent il y a des longs délais. Donc, il y a des entreprises qui se lancent, des services de police qui déploient des nouveaux systèmes, collectent les données. Et là, qu'est-ce qu'on fait si ensuite le cadre réglementaire change? On reconnaît que certains gestes, certains systèmes ne sont pas adéquats, violent les droits. Y a-t-il possibilité de retourner en arrière? Comment est-ce qu'on peut, peut-être d'un point de vue technique, puis j'imagine, Alex, peut-être que tu pourrais nous parler de comment est-ce qu'on pourrait nettoyer une base de données, par exemple, ou comment tu parlais tout à l'heure, je pense que c'était toi qui disais que Clearview AI n'arrivait pas à identifier la nationalité des données qu'ils avaient collectées, ou c'était peut-être Sébastien. Bref, comment est-ce qu'on fait pour retourner en arrière? Est-ce que c'est même possible? Je vous en pose une bonne, hein? Sébastien? Il y a plusieurs choses par rapport au fait d'enlever des données d'un modèle. Il y a en informatique, il y a des gens qui travaillent sur le machine unlearning, qui serait comment enlever la contribution d'un profil d'un individu du modèle plutôt que de devoir réentraîner tout le modèle. Donc, il y aurait du côté technique, il y a des solutions possibles. Et sur l'aspect juridique, je pense que Marie pourra mieux renseigner que moi, mais souvent, moi, les lois qui se basent sur des principes, même si on dit souvent que la réglementation arrive après les avancées technologiques, c'est des lois qui vieillissent quand même plutôt bien en général. Si on dit que la vie privée, l'interprétabilité et la discrimination font partie des systèmes ou des
enjeux que tout système de décision algorithmique qui impacte des individus doit respecter. Donc, évidemment, il faudrait préciser ces aspects-là, mais même s'il y a une technologie qui, à un certain moment, la régulation arrive après, je pense que ça permet au moins de mettre à jour tous ces systèmes-là, puis ça permet aussi tous les systèmes futurs qui doivent prendre en compte ces enjeux-là. Alex, Marie, des idées sur comment remettre le dentifrice dans le tube? Ouais. Il y a le côté technologique, et je pense que Sébastien l'a bien couvert, mais si les dégâts sont faits, les dégâts sont faits. Si quelqu'un a subi les impacts d'un système automatisé ou d'une perte de données de vie privée, on n'est pas dans le recours. Il n'y a pas de possibilité autre que retourner dans le temps et on n'est pas encore rendu là. Donc, rapidement, non. Je veux dire, on peut réparer les fautes pour le futur. On peut se donner un framework pour dédommager les individus affectés dans le cadre du possible. Je veux dire, il n'y a pas de magie. C'est intéressant parce que vos réponses, en fait, expliquent aussi l'importance de cette approche d'être humble, puis d'y aller à petits pas, puis de faire des tests, d'avoir des critères de succès qui sont prédéfinis et qui sont acceptables pour la population avant le déploiement. Donc, c'est intéressant de comprendre que si on s'avance trop, les conséquences sont graves. Et peut-être que, oui. Juste rajouter un détail rapide, c'est très important de valider avant le déploiement, mais une des caractéristiques de toute cette famille-là d'algorithmes est la possibilité d'évoluer dans le temps dans leur comportement. Donc, oui, avancer lentement, des bonnes phases de test, un sandbox, comme on dit, mais le boulot ne peut pas arrêter là. En fait, le boulot n'arrête jamais dans ces modèles-là parce que périodiquement, ils vont apprendre. Et ça, c'est un des aspects que souvent les firmes technologiques qui gèrent ces produits-là ne sont pas outillés à faire. C'est comme, d'accord, le modèle est correct, on l'a testé, il est OK, on le met dans le monde. Et là, on se rend compte que 4 ans plus tard, il fait des décisions complètement saugrenues parce qu'on a oublié de faire le suivi, l'audit constant. Donc, les tests sont nécessaires, mais insuffisants pour assurer une pérennité de ces systèmes-là dans le vrai monde. Marie? Oui, je pense que je voudrais insister puis sur ce qu'Alex a dit. Puis bon, Sébastien avait l'air plus optimiste que moi, mais moi, je suis d'avis qu'une fois que les dommages sont faits, on ne peut pas les réparer. Puis, entre autres, je pense que j'entendais une conférence d'un chercheur québécois dont j'oublie le nom, qui travaille beaucoup en Chine sur l'informatique quantique. On n'est pas exactement là, mais il disait dans son entrevue que quand on va être rendu là, toute tentative de cryptage de quoi que ce soit, ça va avoir été futile, tu sais, qu'on va réussir à accéder à toute l'information. Donc, moi, je pense qu'à partir, tu sais, la meilleure façon de protéger des données, puis la meilleure façon de protéger des renseignements personnels, c'est de ne pas créer de banque en partant. De ne pas les collecter. De ne pas les collecter. À partir du moment où les données, les informations, les renseignements sont collectés, ils deviennent fragiles, ils deviennent vulnérables. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment prendre des précautions avant le déploiement. Puis bon, ça implique tout ce que mes collègues ont dit sur les nécessités de transparence, etc., d'être au fait de ce qui est en train de se passer. Ça, je pense qu'il faut trouver les moyens de contraindre nos autorités à faire état de ce qu'ils sont en train de faire pour qu'on puisse, comme groupe, comme société, faire nos mises en garde. Mm-hmm. Sébastien? Ouais, je suis désolé, je n'étais pas clair, mais je suis 100% d'accord avec Marie. J'ai peut-être du coup répondu à la question de la côté, enfin ta question qui était est-ce qu'on peut remettre le tube dans la pâte. Je pense qu'une fois les données ont fuité, c'est trop tard. Ce que j'essaye juste de dire, c'est qu'avant que les données fuitent, on peut essayer de mettre des choses en place. Et ce que disait Marie sur la minimisation de données, c'est un des principes fondamentaux là aussi en collecter que les données qui sont nécessaires pour une application. C'est effectivement une des meilleures mesures de protection. Là, ce que je mentionnais tout à l'heure, c'était plutôt des façons, avant que la fuite ait lieu, d'essayer de permettre à quelqu'un d'avoir plus de contrôle. Donc, quand je parlais du machine learning, c'était est-ce que je peux demander à ce que le modèle enlève ma contribution si jamais j'ai conscience que j'ai participé à l'entraînement donc, c'était effectivement, une fois que le dommage est fait, on ne peut pas changer, mais on peut toujours quand même changer les technologies et la régulation pour les futurs systèmes ou au moins les données de nos enfants, même si nos données ont fuité. Donc,
Donc voilà, désolé si j'ai pas été clair. Une fois que la fuite a lieu, c'est effectivement trop tard pour les On personnes y a concernées. presque cru aux machines unlearning. Mais c'est quand même intéressant de voir qu'il y a des nouvelles techniques qui s'essaient quand même. Hein. Puis je pense qu'il faut quand même continuer à explorer ces options qui sont peut-être pas parfaites, mais peuvent quand même faire avancer la protection des individus une fois que leurs protections auront été confirmées. Je me lance dans une dernière question. Il nous reste que quelques minutes. Je ne crois pas que je vais avoir l'opportunité de lire la toute dernière, mais je pense que celle de Michael Rubble est assez intéressante, à savoir quel est le rôle des citoyens, des non-experts dans tout ce débat-là. On se rend compte qu'il faut qu'on continue la conversation. Là, c'est essentiel. On a encore beaucoup de choses à débattre. Les impacts socio-économiques sont importants. Mais c'est quoi le rôle du citoyen lambda dans tout ça? Au-delà du rôle démocratique de voter aux élections, quand c'est le moment de le faire et de choisir nos dirigeants, qui est un rôle très, très important, mais moi, je pense que c'est le rôle des citoyens de faire état de leur expérience personnelle. C'est hyper important qu'on comprenne comment ces technologies-là ont un effet concret sur les gens au quotidien, comment ça a un impact sur eux, y compris, comme disaient mes collègues, et comme disait Alex particulièrement, il faut s'assurer qu'on fasse une évaluation constante des technologies une fois qu'elles sont mises en œuvre aussi. Là, il y a un rôle hyper important pour les citoyens de faire état de la façon dont ces technologies-là a un impact sur leurs droits et libertés, sur leur vie de façon générale. C'est essentiel, c'est sûr et certain. Et c'est des effets que moi, femme blanche, je ne suis pas capable d'évaluer tous les effets des technologies parce que je n'ai pas la même expérience que mes concitoyens. Donc, c'est absolument primordial que les citoyens aient une occasion. Puis, tu sais, ça peut être justement y compris avec si on fait des projets de pilote, c'est une bonne occasion pour les citoyens de témoigner de l'effet des technologies sur leur vie à eux. Donc, des espaces pour s'exprimer sont importants. Mm-hmm. Alex, Sébastien? Je vais aller rapidement. On a beaucoup parlé de la capacité d'auditer la transparence, de voir ce qu'elle est utilisé et comme il faut que ça soit utile pour le non-expert. Bien, pour que ça soit utile pour non-experts, il faut que des non-experts soient impliqués pour pouvoir dire que c'est utile. Donc, dans le pratico-pratique des implications, quand nous allons diriger vers des systèmes qu'on vise la plus grande transparence, la capacité d'audit et autres, ça va être essentiel que des non-experts soient impliqués intimement pour justement valider que l'objectif désiré est atteint. C'est certainement pas des personnes techniques comme moi qui sont les bonnes personnes pour juger si une explication est adaptée. Donc, une espèce d'expérience utilisateur là, intégrée, là, une vision expérience utilisateur. Sébastien, le mot de la fin? Moi, je disais, quand il y aura si jamais on a le droit des explications sur des systèmes, comme par exemple quand on a une amende, j'invite les gens à simplement aller utiliser toutes peut-être ces nouvelles formes de droit à l'explication qui peuvent émerger, ou même de demander des explications, même si on n'en a pas pour l'instant. Donc, je dirais, comment est-ce que le citoyen peut s'impliquer? S'il estime avoir été peut-être victime d'un système algorithmique où on pense qu'il a été discriminé, ou il aimerait en savoir plus, aller demander à la police ou à la ville des explications sur pourquoi et comment ce système-là fonctionne. Peut-être qu'à force d'avoir pas mal de citoyens qui posent des questions, du coup, ça force aussi un peu la main, je dirais, aux politiques pour prendre en compte cet aspect-là en compte. Exercez votre devoir citoyen. Merci beaucoup pour ces échanges vraiment très, très riches, diversifiés. Merci à tout le monde d'avoir été là. J'ai pris des notes parce que j'ai été frappée, en fait, des distinctions que vous nous avez permis de faire, qui moi-même, qui œuvre dans le secteur depuis longtemps, me sont quand même très utiles. Quels sont l'effet recherché versus l'effet effectif, la différence entre un modèle et un système, entre l'éthique et le juridique, entre l'interprétabilité et l'explicabilité. Donc, c'est important de continuer ces discussions-là parce qu'on doit établir un langage commun ensemble pour ensuite revendiquer nos droits, pour ensuite exprimer puis mieux expliquer comment il nous impacte. Donc, vous nous avez tous aidés aujourd'hui à mettre ces mots-là dans nos bouches pour qu'on puisse continuer la discussion.
Donc, merci aussi au CRIEM puis d'avoir organisé d'avoir soutenu l'organisation de cette discussion-là avec le Conseil jeunesse de Montréal. Vous pouvez suivre les deux organisations sur les médias sociaux. On vous encourage encore à relire l'avis. Il y en a d'autres qui s'en viennent. Le Conseil publie des avis fréquemment. Il y en a un qui s'en vient au mois d'avril. Donc, restez à l'affût. Puis ceux qui auront peut-être été intrigués par la façon dont travaille le Conseil jeunesse de Montréal, mais je vous dirais restez à l'affût parce que cet automne, ils vont faire une campagne de recrutement pour avoir de nouveaux membres. Puis c'est vraiment une expérience assez exceptionnelle de pouvoir débattre avec des gens sur des enjeux vraiment importants puis d'être écoutés. Moi, j'ai regardé la liste des participants. Je sais qu'il y avait quelques élus qui étaient parmi nous, qui étaient à l'écoute. Donc, ces messages-là, ces discussions-là peuvent avoir vraiment un impact dans la société. C'est très apprécié. Merci à tout le monde, puis bonne fin de journée.